pas avec l'Allemagne. Pas encore. Pas encore. dit que c'était Plus sérieusement, je vais essayer de vous parler aujourd'hui largement du changement climatique, avec un focus évidemment sur la COP21, ce qu'on appelle la COP21, je vous expliquerai ce dont il s'agit, qui aura lieu dans maintenant un peu moins de 120 jours à Paris. Le changement climatique, au départ, c'est un peu une histoire française en réalité, puisque ce sont des scientifiques français notamment, membres de l'Organisation mondiale de la météorologie, et en particulier quelqu'un qui s'appelle Jean Jouzel, qui ont les premiers porté au niveau politique la question du changement climatique. C'était à la fin des années 90. Et le premier chef d'État qui ait parlé publiquement du changement climatique, c'est le président Chirac, en 2002, un sommet qui est célèbre, et dans un discours qui est aujourd'hui extrêmement célèbre aussi, qu'il a prononcé en septembre 2002 exactement. Je cite juste le premier paragraphe. Beaucoup d'entre vous le connaissent, j'en suis sûr, mais c'est un texte qui est maintenant dans tous nos manuels d'histoire récents. Je cite ce texte. « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. La nature mutilée, surexploitée ne parvient plus à se reconstituer et nous refusons de l'admettre. L'humanité souffre, elle souffre de mal développement au nord comme au sud, et nous sommes indifférents. La Terre et l'humanité sont en péril et nous en sommes tous responsables. » C'était la première fois qu'un homme politique de ce niveau portait vraiment le débat du changement climatique dans un sommet, par définition, planétaire. Le président Chirac était le premier, mais il n'est pas le seul, et les présidents français, depuis, avec un bel ensemble, sauf pour l'un d'entre eux, l'avant-dernier, ont fait leur le combat, la lutte contre le changement climatique, notamment le président Hollande, qui est le président actuel, qui a placé l'année 2015 sous le signe de la lutte contre le changement climatique. C'est très clair, il vous l'a dit à la conférence des ambassadeurs de l'année dernière. Mesdames et messieurs les ambassadeurs, vous allez vous occuper cette année, en particulier, de la lutte contre le changement climatique pour faire de la conférence de Paris un grand succès. Il a lancé avec le président philippin en février 2015 un appel qui a été très important, qui s'appelle l'appel de Manille, et qui a été prononcé, je crois qu'il a bien fait d'ailleurs, non pas par lui, mais par Marion Cotillard. Vous connaissez Marion Cotillard, actrice oscarisée, qui a donc prêté sa voix à l'appel de Manille. Appel de Manille qui dit en gros, nous espérons aujourd'hui, nous, le peuple du monde, que dans 300 jours, à Paris, nous écrirons une nouvelle histoire de la lutte contre le changement climatique. À vrai dire, cette prise de conscience de l'importance du changement climatique n'a pas été sans mal. Et en particulier dans deux types de pays. Le premier, c'est le vôtre, aux États-Unis. Dans ce pays, pendant très longtemps, non seulement la lutte contre le changement climatique n'était pas une priorité, mais elle était même parfois niée. La réalité même du changement climatique était niée par des responsables politiques, y compris par un président républicain. Et pendant une dizaine d'années, vous avez pris du retard dans le domaine de la lutte contre le changement climatique, il faut le dire, parce que c'est un fait objectif. Mais aujourd'hui, depuis quelques années maintenant, avec le président Obama, ça a profondément changé, à tel point que les États-Unis sont devenus un pays modèle de la lutte contre le changement climatique. Ce matin, je regardais le site de l'Élysée, qui est le site du président de la République française. Il reprenait in extenso les annonces du président Obama, dont parlait Philippe France tout à l'heure, sur le plan des États-Unis pour la lutte contre le changement climatique. Et évidemment, c'est en lien avec la COP21, et ce plan a été présenté précisément dans le cadre de la COP21. Tu préfères un micro? Très bien. Je ne marche pas, non? Si. Ça marche? Oui. Merveilleux. Bon, alors, pourquoi est-ce que j'ai appelé cette conférence le changement climatique, c'est maintenant? Et là, on va voir si le miracle se passe. Oui, c'est un clin d'œil. C'est un clin d'œil. Tous les électeurs français, évidemment, reconnaissent cette affiche. C'était le slogan du président, enfin du candidat Hollande en 2012. Là, ça marche. Le changement, c'est maintenant. Alors, je ne me prononcerai évidemment pas, étant diplomate, sur
la réalité des changements qui sont intervenus depuis 2012, mais en tout cas pour ce qui s'agit du changement climatique, on ne peut pas le mettre en doute. Donc on a aujourd'hui une prise de conscience planétaire. Je vous parlais de deux types de pays qui avaient nié longtemps la réalité du changement climatique, les États-Unis, mais aussi ce qu'on appelle les BRICS, c'est-à-dire les pays émergents. BRICS, c'est Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Et maintenant, la Chine, comme les États-Unis, a elle aussi présenté son plan de lutte contre le changement climatique. Donc, qu'est-ce que c'est que ce changement climatique? Alors, je vous le disais, c'est un titre en forme de clin d'œil. La troisième diapositive, puisqu'en français on doit dire diapositive et pas slide, même si nous tous, en France, nous disons slide, vous le verrez, la question, elle est des plus sérieuses. Elle a été posée en 2004 dans un film culte qui s'appelle Le jour d'après, The Day After Tomorrow. Où serez-vous le jour d'après? C'est intéressant ce film parce que, pour le coup, c'était la première fois qu'à Hollywood, on parlait de la question du changement climatique. On présentait la question du changement climatique comme une question aussi importante, voire plus importante que, je ne sais pas moi, 2004, 3 ans après le World Trade Center, que, par exemple, le terrorisme. Alors évidemment, vous le savez peut-être, ce film est un film hollywoodien, mais réalisé par un auteur qui n'est pas américain. C'est Roland Emmerich. Roland Emmerich a fait des films américanissimes, si je puis dire, comme Independence Day, mais il se trouve que c'est un Allemand. Et c'est certainement pas innocent, ou en tout cas, c'est certainement pas sans lien avec le fait qu'il a été le premier à Hollywood à mettre l'accent sur cette problématique. Pour la petite histoire, Emmerich avait fait 10 ans avant, enfin 5 ans avant, un film qui s'appelle, enfin un remake de Godzilla, pour protester contre la reprise par la France des excès nucléaires dans le Pacifique. Donc, vous voyez bien le genre de problématique qui l'intéresse. Aujourd'hui, 10 ans après, le jour d'après, l'accord, le consensus dans le monde scientifique est global sur la réalité du changement climatique et sur ce dont parlait Philippe France tout à l'heure, la concentration des gaz à effet de serre. Vous le savez tous, je vais donc passer assez rapidement. Voilà en gros ce que c'est que les gaz à effet de serre. Alors, il faut bien comprendre que la lutte contre le changement climatique, c'est la lutte contre la prolifération des gaz à effet de serre, mais pas contre les gaz à effet de serre eux-mêmes. Parce qu'ils ont une caractéristique principale, c'est qu'ils permettent la vie sur Terre. Sans les gaz à effet de serre, la température moyenne de la planète serait de moins 18 degrés centigrades. Donc il est évident, non seulement que les gaz à effet de serre sont utiles, mais qu'ils sont absolument nécessaires à la vie. On a en gros le schéma, les rayons solaires sont pour partie reflétés par cette espèce de tapis de gaz à effet de serre, et pour partie vont vers le sol. C'est cette partie qui va vers le sol qui permet la température vivable de notre planète. Et en même temps, à l'inverse, il y a des rayonnements infrarouges produits par la Terre elle-même qui sont piégés, en quelque sorte, ou dont une partie sont piégés, 95% sont piégés, au niveau de la Terre. Les gaz à effet de serre peuvent être naturels, le dioxyde de carbone, par exemple, qui est produit par votre respiration, qui est produit par des éruptions volcaniques, mais aussi d'origine humaine. On dit d'origine anthropique. ANTH, ROPIQE, bien sûr. Usines, agriculture, etc. produisent les gaz à effet de serre. Et c'est l'accumulation de ces gaz à effet de serre qui finit par avoir un effet néfaste s'ils sont précisément trop présents dans l'atmosphère. Alors, diapositive suivante. Je vous le disais, le constat est à peu près partagé. On est sûr maintenant que l'activité humaine a une influence énorme sur les gaz à effet de serre. Alors, pour être tout à fait clair et un minimum scientifique, les changements climatiques, ils sont constants sur la planète. Par exemple, entre la fin du Moyen-Âge et le 19e siècle, on a eu ce qu'on appelle un mini-âge glaciaire, en Europe et en Amérique du Nord. Ce mini-âge glaciaire a conduit à, en moyenne, une diminution de la température dans ces régions d'à peu près 1 degré.
1 degré, ça a l'air de rien, mais ça a eu des conséquences absolument considérables. Et évidemment, ça n'avait rien à voir avec l'activité humaine, c'était les variations de la température terrestre. Quelles conséquences ça a eu? Par exemple, l'abandon du Groenland. Vous savez ce que ça veut dire, Groenland? C'est Greenland, le pays vert. Le Groenland était effectivement le pays vert jusqu'au XVIIIe siècle. Et puis, le mini-âge glaciaire a terminé l'occupation humaine du Groenland. Autre conséquence, disons, vécue aujourd'hui comme positive, mais à l'époque, pas forcément, de ce mini-âge glaciaire, la Révolution française. Pendant tout le XVIIIe siècle, on a eu des épisodes de froid intense en France. En Savoie, les gens faisaient des processions pour que la température augmente. À Versailles, le vin de Louis XIV gelait dans son verre. Évidemment, ça mettait le roi dans une fureur bien compréhensible. Et puis, les récoltes agricoles étaient de plus en plus mauvaises, de plus en plus rares. Ça a donné lieu à des famines, et ça a donné lieu à finalement, enfin c'est pas la seule cause bien entendu, mais ça a donné lieu finalement à cette explosion politique, mais qui avait des causes assez simples, que fut la Révolution française. La fin de cet âge glaciaire, de ce mini-âge glaciaire, elle en revanche est très certainement causée par l'homme. En tout cas c'est ce qu'on pense aujourd'hui. À la fin du XIXe siècle, avec la révolution industrielle, la consommation de charbon en particulier était considérable déjà. Alors évidemment, cette consommation de charbon n'avait pas un effet direct d'accumulation des gaz à effet de serre, pas encore, elle l'a aujourd'hui, mais elle avait un effet indirect. Les fumées, les suies des charbons, brûlés en Angleterre, en France, en Allemagne, était tellement considérable, et avec tellement peu de filtres, comme vous pouvez l'imaginer, qu'elle s'envolait en quelque sorte dans l'atmosphère, se redéposait à des milliers de kilomètres, et ont donné lieu à la fin du mini-âge glaciaire, non pas tant par le fait qu'elle bloquait les rayons infrarouges, mais parce que, se déposant notamment sur les glaciers, elle favorisait la fonte des glaciers, fin du mini-âge glaciaire. Donc de temps en temps, les activités humaines peuvent avoir un effet bénéfique sur l'atmosphère. Mais globalement, vous le voyez là, je ne commande pas, ou presque pas, en un siècle, la température du globe a augmenté de presque 1 degré, et c'est évidemment c'est un phénomène qui continue. Et depuis 15 ans, on enregistre chaque année l'année la plus chaude jamais enregistrée. Donc c'est qu'il y a véritablement un problème caractérisé. Voici ce que ça pourrait donner à l'horizon de la fin de ce siècle. La plupart d'entre vous, étudiants, seront encore vivants à cette époque-là. Vous voyez, je le souhaite en tout cas, vous voyez notamment que les augmentations les plus fortes de la température sont aux 2 pôles. Hier, on a passé le film La marche de l'empereur. Je vous disais qu'on pouvait voir des écosystèmes entiers disparaître. C'est ce qui va se passer. Parce qu'en gros, si on a une hausse contenue entre 0 et 2 degrés, c'est tolérable. Je dis tolérable parce qu'il y a beaucoup d'écosystèmes qui sont menacés même avec cette faible augmentation. Mais si on arrive à 5 ou 6 degrés, la planète telle que nous la connaissons changera complètement. Et de façon absolument catastrophique. Quelques-unes des conséquences, je vous laisse regarder. Les experts ne sont pas tous d'accord, parce qu'évidemment c'est de la prévision. Mais ils sont d'accord pour dire que la température, si l'on ne fait rien, devrait s'élever d'environ 5 degrés d'ici la fin du siècle, en moyenne. Je vous rappelle que le mini-âge glaciaire, c'était une diminution de 1 degré, en moyenne. Rien du tout, par rapport à 5 degrés. Et on aura naturellement des phénomènes considérables, la fonte de la banquise, des pluies plus irrégulières et plus violentes, des épisodes de chaleur considérables. En 2003, en France, on a eu ce qu'on appelle une canicule, qui a donné lieu à près de 15 000 morts
supplémentaire par rapport à ce qu'on connaît d'habitude. Alors évidemment, beaucoup de ces personnes étaient malades, fatiguées, et seraient sans doute décédées peu de temps après, mais 15 000 morts, c'est absolument considérable. Les crues et les pluies irrégulières en Europe du Sud-Est, l'an dernier et cette année, on a eu des crues catastrophiques qui ont mis en danger l'économie de la Serbie, de la Bosnie, qui était déjà pas brillante, de la Croatie, etc., etc. Et ce genre de phénomène va évidemment se multiplier. Et puis on a, désolé d'être un peu trivial, on a aussi le coût économique du changement climatique. Les dernières estimations sont que ça pourrait coûter, à l'horizon 2030-2040, 500 milliards de dollars par an, la lutte contre le changement climatique. Et ça, si on respecte notre objectif d'une augmentation de pas plus de 2 degrés. Ils n'ont même pas calculé pour une augmentation de 5 degrés, tout simplement parce que ça serait tellement catastrophique et apocalyptique qu'on n'a aucune idée de ce que ça pourrait coûter réellement. Alors, ça, j'ai passé cette diapositive en particulier pour nos amis français qui ont des résidences secondaires. Mes chers amis, collègues et professeurs, il va peut-être falloir reconsidérer l'emplacement de vos résidences secondaires. Si par exemple, vous êtes dans cette région où on bénéficie d'une zone à peu près tempérée, dans 70 ans, ça sera sans doute plus la même chose. Tous les climats de France seront profondément bouleversés. Et tout ce que nous avons appris comme évident, que le climat méditerranéen s'arrête avant le Massif central, que le climat atlantique est du côté de l'Atlantique, et non pas à l'Est, comme en 2100, tout cela sera complet. Toutes les cartes seront rebattues. Alors chez nous, ça n'est pas encore tragique, ça sera gérable, parce que nous sommes un pays riche, mais dans d'autres pays, ça sera évidemment une toute autre affaire. Vous avez ici les exemples de ce que peut apporter le changement climatique. Je voudrais en citer un parce qu'il est particulièrement frappant. Vous connaissez tous la situation du Soudan, au nord-est, au centre nord-est de l'Afrique, et la situation du Darfour. C'est un pays en guerre, et on dit très souvent, ah, c'est une guerre religieuse, entre chrétiens, animistes et musulmans. C'est une guerre tribale. Oui, certes, mais c'est d'abord une guerre climatique, en réalité. Le Soudan, depuis 60 ans, est en proie à une désertification massive. Et en fait, ce qu'on interprète comme des conflits tribaux ou religieux est une lutte pour la terre cultivable. Une lutte notamment entre les agriculteurs sédentaires et les nomades, les uns étant chrétiens et les autres étant musulmans. Et ce type de phénomène sera mondial, comme vous le voyez, de façon plus ou moins grave selon la région et le pays, mais mondial. Je vous disais au tout début que le changement climatique est une question aussi sérieuse, et je crois l'avoir dit, peut-être que je vous ai un peu choqué, plus sérieuse que presque toutes les questions que les responsables politiques ont à traiter, et au fond même plus sérieuse que la question du terrorisme lui-même. La question du terrorisme, c'est terrible, mais c'est un épiphénomène d'une certaine manière. Le changement climatique, c'est une bombe à retardement, littéralement, parce que ça va entraîner des migrations absolument inédites dans l'histoire de l'humanité. En vérité, ça entraîne déjà des migrations inédites dans l'histoire de l'humanité. Vous savez que l'Europe, en ce moment, donne un spectacle un peu piteux, parce qu'elle n'arrive pas à gérer la crise des migrants en Méditerranée. La crise des migrants en Méditerranée est évidemment une crise liée à la mauvaise gouvernance des pays, liée à l'état économique pitoyable de certains de ces pays, mais est liée aussi au fait que déjà le changement climatique entraîne une désertification accrue, par exemple en Libye, et des mouvements de population bien évidents et bien compréhensibles. Donc cette question est à la fois une question économique, une question politique, une question morale. Qu'est-ce qu'on va faire en Occident? Qu'est-ce que vous allez faire aux États-Unis? Qu'est-ce qu'on va faire nous en Europe?
lorsque des centaines de millions de personnes, on pense au moins à l'horizon 2050, 150 millions de personnes, c'est-à-dire à peu près 1,5% de la population du globe, seront amenées à migrer, et jusqu'à 2 milliards de personnes seront concernées. En gros, toutes les personnes qui vivent avec moins de 2 $ par jour, c'est-à-dire beaucoup de monde, seront concernées par cette problématique. Et il faudra évidemment, si on n'a pas réussi à la résoudre, trouver des moyens humains, si possible, pour traiter la question. Alors, au fond, on ne devrait pas être là à discuter du changement climatique, parce qu'on sait très bien comment régler le problème. On sait quelles en sont les causes. La première, c'est la production d'énergie, l'agriculture, l'industrie, évidemment, mais aussi les transports. En France, d'ailleurs, c'est la première cause de première production de gaz à effet de serre, ce sont les transports, ce n'est pas le cas de tous les pays. Et puis, dans beaucoup de pays, c'est l'énergie, comme aux États-Unis par exemple, et puis les bâtiments dans lesquels on vit. On connaît aussi très bien les principaux pays émetteurs. Le premier, c'est la Chine, 25%. Le second, c'est les États-Unis, 11% seulement, si je puis dire. Et le troisième, c'est l'Union européenne, avec 9%. Sachant que la part de l'Union européenne baisse continuellement par rapport à la part de la Chine, qui augmente de façon exponentielle, et des États-Unis, qui restent à peu près stables. On connaît aussi les solutions pour limiter les effets du réchauffement climatique et réduire les émissions de gaz à effet de serre. Elles sont très simples, les solutions. Il faut développer les énergies renouvelables, tout ce qui est éolien, hydroélectricité, énergie solaire, etc. Il faut développer un habitat durable et un habitat qui ne soit pas d'une espèce de passoire à énergie. Là aussi, c'est très simple, on a des moyens très performants de le faire. Il faut faire évoluer nos pratiques de transport. Il faut qu'on évite tous, si possible, de prendre notre énorme pick-up de 5 litres de cylindrée pour faire 200 mètres pour aller au supermarché. Je dis ça, mais je le fais aussi, je n'ai pas de pick-up, mais c'est l'équivalent. Il faut favoriser la plantation forestière. Il faut faire évoluer les méthodes de production agricole pour qu'elles soient moins intensives et moins productrices de gaz à effet de serre. Il faut sans doute d'ailleurs faire évoluer aussi notre, je ne l'ai pas mis là, mais c'est pourtant vrai, notre alimentation, notamment vers une alimentation moins carnée. Et puis il faut inventer de nouvelles solutions pour stocker le CO2, ce à quoi évidemment les chercheurs s'emploient. Le problème, c'est pas les solutions, le problème c'est la mobilisation politique. Alors là j'ai fait preuve, j'en ai un peu honte, d'une espèce de retenue diplomatique, certes de bonne aloi, mais normalement j'aurais pas dû écrire de longue haleine, j'aurais dû écrire beaucoup trop lente, incroyablement lente, etc. Parce que ça fait maintenant près de 30 ans qu'on parle de la question. Ça a été ponctué par plusieurs événements très très importants. 1988, la plupart d'entre vous n'étaient pas nés, c'est la création du GIEC, ce qu'on appelle en anglais le IPCC, cette réunion de scientifiques, en particulier de météorologues, qui travaillent sur le sujet du changement climatique. C'est à peu près 800 scientifiques qui travaillent en réseau, c'est assez inédit comme façon de faire, et qui produisent un rapport tous les 4 ans. C'est sur la base de ce premier rapport qu'on a fait en 92 le sommet de la Terre, le premier sommet de la Terre à Rio de Janeiro. Ensuite, première COP à Berlin. 97, adoption du protocole de Kyoto. Vous connaissez tous le protocole de Kyoto. Le problème, c'est que trop peu de pays font partie du protocole de Kyoto. Notamment les États-Unis et la Chine ne font pas partie du protocole de Kyoto. 2009, la COP 15 à Copenhague, qui a été une véritable catastrophe. Mais franchement, en gros, l'Europe s'est retrouvée complètement en sandwich entre la Chine et les États-Unis. 2 pays qui refusaient absolument de prendre des engagements contraignants contre le changement climatique. Et puis 2015, la COP 21, ça, on va voir. La vérité, c'est que de notre côté, on a fait notre travail, en tout cas en Union européenne. On peut toujours faire mieux, mais on a fait notre travail. Le PIB européen a augmenté de 45% depuis 1990, et nos émissions de gaz à effet de serre ont diminué de 30%.
depuis 1990. C'est pas mal. C'est assez... il faut quand même beaucoup de conviction et je cherche mes mots en français, d'input politique pour y arriver. Et on vient en Union européenne, on vient de produire nos objectifs à l'horizon 2040, qui sont encore plus ambitieux. On veut réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40%, augmenter la part des ce qu'on appelle les ENR, les énergies non renouvelables, à 27% de l'ensemble de la production d'énergie, et améliorer ce qu'on appelle l'efficacité énergétique, c'est-à-dire la façon dont chaque watt est utilisé, de un peu moins de 30%. Partant du principe que la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Ce n'est pas celle qu'on consomme, mais celle qu'on ne consomme pas. Alors, maintenant parlons de la COP. 39 ans, 11 décembre 2015. La COP, c'est comme aurait dit le général de Gaulle, c'est un machin onusien. C'est-à-dire que c'est une invention des Nations Unies qui est extrêmement compliquée à mettre en œuvre, qui fonctionne parfois bien, parfois très mal, je vous l'ai dit à propos de Copenhague, et qui, malgré tout, a pris maintenant une périodicité qui permet de l'attendre. Ça devient un rendez-vous incontournable de tous ceux qui s'intéressent au changement climatique. Le COP, c'est évidemment un acronyme anglo-saxon, Conference of Parties, et 21 parce que c'est le 21e depuis la création des COP. C'est fondé, vous savez, le système onusien est toujours fondé sur une rotation régionale. Parfois c'est l'Afrique, parfois c'est l'Asie, parfois c'est l'Amérique, parfois c'est l'Europe. Là, c'était le tour de l'Europe, et l'Union européenne a voté il y a quelques années et a accepté la candidature de la France pour présider cette COP 21. Je disais que c'était une institution onusienne. Ça veut dire une chose très claire. Ça veut dire que le président de cette conférence ne doit pas prendre parti. Jamais. Il y aura 196 partis, c'est-à-dire pays en vérité, dans cette conférence. La France est la présidente de cette conférence, mais doit représenter l'ensemble des intérêts des pays et doit travailler avec tous les pays, ce qui, je peux vous le dire, n'est pas toujours extrêmement facile, parce que entre une petite île du Pacifique et la Chine, les problématiques, les problèmes, mais aussi les ressources ne sont pas les mêmes. Ce qu'on veut, ce à quoi on s'emploie, c'est de trouver un compromis. Comme tous les compromis, personne ne sera content, je peux déjà vous le dire. Enfin, si nous on sera content, on dira c'était formidable, on se félicitera et on aura raison de le faire. Mais beaucoup de gens, des scientifiques en particulier, diront ça n'est pas allé assez loin, ça n'est pas assez ambitieux, ça n'est pas ci ou pas ça. D'autres diront au contraire, des industriels, c'est une folie parce que c'est beaucoup trop ambitieux. C'est un compromis, c'est la base de la diplomatie, c'est comme ça qu'on doit fonctionner. Là aussi j'ai fait preuve d'euphémisme en écrivant un défi d'organisation. En fait c'est un cauchemar organisationnel, mais véritablement. Ça sera la plus grande conférence diplomatique jamais organisée en France. On attend plus de 40 000 personnes, ce qui est absolument énorme. Et ça sera tous les ministres concernés, sans doute des chefs d'État, beaucoup de chefs d'État, mais aussi ce qu'on appelle des ONG, des organisations non gouvernementales, des organisations internationales, notamment l'ONU, des régions européennes qui sont des petites régions, et puis les régions chinoises qui sont d'énormes régions, les membres de ce qu'on appelle la société civile, des chercheurs, etc., etc. Enfin, c'est vraiment une grosse affaire. Ce d'autant plus qu'on a reçu pour consigne que cette conférence devait donner l'exemple. C'est-à-dire qu'on n'allait pas parler du changement climatique en ayant une empreinte carbone, comme on dit, absolument intolérable. Donc il faudra que cette conférence ait une empreinte carbone non seulement faible, mais qu'elle soit compensée par un système de bourse au carbone, en quelque sorte. Il faudra que les transports soient propres, ce qui en région parisienne est un petit peu une gageure. Il faudra qu'on gère les déchets de façon soutenable, etc. etc. Donc c'est déjà, je peux vous le dire, intéressant pour ceux, heureusement ce n'est pas mon cas, qui sont directement dans l'organisation.
Alors, quels sont nos objectifs? Qu'est-ce qu'on veut faire dans cette COP21? On a 4 grands objectifs. La présidence française a 4 grands objectifs. Le premier, évidemment, qui est central, c'est enfin la négociation d'un accord universel sur la lutte contre le changement climatique. Universel, ça veut dire avec toutes les parties prenantes. Il faudrait que tout le monde signe. Ça a l'air un petit peu ambitieux. Vous savez, comme toujours en diplomatie, quand on se donne avant un objectif très ambitieux, c'est qu'on est quand même raisonnablement optimiste sur la capacité à le tenir. Sinon, on donne un objectif très bas et ensuite on est content si on le dépasse. Mais en réalité, le fait que maintenant 49 pays aient déjà produit leur contribution nationale, c'est le point numéro 2, dont la Chine, les États-Unis, toute l'Union européenne, mais aussi des pays en voie de développement comme le Gabon, qui a fait un travail absolument remarquable, ou le Mexique, qui n'est plus un pays en voie de développement, mais qui est un pays du Sud. Tout ça nous rend plutôt optimistes, et l'idée, c'est de respecter la limite des 1,5 ou 2 degrés à l'horizon de la fin du siècle. Et c'est là que je vous dis, beaucoup de scientifiques nous diront c'est pas assez ambitieux. Il faudrait diminuer la concentration des gaz à effet de serre. Mais c'est déjà un premier pas, et de toute façon, c'est bien mieux que plus 5%. Deuxième point, la présentation de ce qu'on appelle, en mauvais français, les INDC. Intended Nationally Determined Contributions. C'est ça les INDC. Et c'est la vraie nouveauté de cette COP21. Pourquoi? Parce que avant, chaque pays arrivait à la COP avec son idée, en ayant fait son marché, ou alors en n'ayant rien fait du tout et en essayant de passer sous le radar pour être discret. Là, on a souhaité que chacun présente ses INDC avant la conférence. En gros, si vous voulez, ce qu'on souhaite, c'est que l'accord de Paris soit conclu avant Paris et que les contributions soient déterminées avant Paris. Pour qu'on n'ait plus rien à faire comme travail technique au moment de la conférence, mais simplement qu'on puisse récolter le fruit politique de ce qui aura été fait en amont. Ce qu'on fait d'ores et déjà maintenant dans tous nos pays de résidence, nous les ambassadeurs, on discute avec les autorités, on les pousse, on essaie de voir ce qu'ils veulent faire, on fait des conférences avec eux, on fait des séminaires, on leur montre nos bonnes pratiques, mais en même temps, on va rechercher leurs bonnes pratiques à eux. Tout ça dans tous les pays dans lesquels la France a une représentation diplomatique. Vous le savez, la France, c'est le deuxième réseau diplomatique mondial après les États-Unis, et donc ça veut dire à peu près tous les pays. Et cette fois-ci, je vous le disais tout à l'heure, on a des retours assez extraordinaires avec la plupart des pays qui commencent à rendre leur contribution. Il y a un grand manquant pour l'instant, c'est l'Inde. C'est embêtant, parce que l'Inde, évidemment, est un gros producteur de gaz à effet de serre, mais on pense que l'Inde, comme les autres, rendra ses INDC avant Paris. Et en plus, comme l'Inde vient de nous acheter des avions Rafale, on essaye d'être le plus gentil et le plus diplomate possible avec eux, mais on pense qu'ils feront leur devoir à la maison et que, comme tout le monde, ils présenteront leurs INDC. Troisième partie de cette COP, le volet financier. En gros, on souhaite que le fonds vert, qui doit d'ici 2020 recueillir 100 milliards de dollars, reçoive une impulsion décisive à Paris. La France contribue déjà au fonds vert à hauteur de 2,5 milliards d'euros, ce qui est pas mal, ce qui est même tout à fait considérable, via notre bras armé dans ce qui concerne l'aide au développement, qui s'appelle l'AFD, Agence française pour le développement. Les États-Unis contribuent évidemment aussi, mais il n'y aura pas que les États qui contribueront. S'il n'y a que les États, ça ne marchera pas. Donc ce qu'on pense, c'est qu'il faut mettre le privé, le secteur privé, dans la boucle. Et il ne faut pas le faire en punissant d'une certaine manière, il faut le faire en incitant. Et comment est-ce qu'on incite le secteur privé? En lui montrant que si il donne de l'argent, il va en gagner plus. C'est extrêmement simple, c'est la beauté du capitalisme en quelque sorte. Et d'ordinaire, ça fonctionne pas mal. Donc, on est en train de discuter
au sein de l'Union européenne, mais aussi avec les États-Unis, avec la Chine, avec la Russie qui elle aussi a rendu ses INDC, par ailleurs. On est en train de discuter pour mettre en place des mécanismes incitatifs performants et transparents, notamment donner un prix au carbone, et notamment aussi faire du... Alors, je vais encore être obligé de... Pardon, Phil, de dire de l'anglais, mais ça colle pas très bien en français, faire du naming and shaming, c'est-à-dire mettre le doigt sur des sociétés qui auraient dans leur portfolio des activités pas environnementalement correctes. Et avec ça, si on arrive à démontrer, ce qui est de plus en plus le cas, que la croissance verte, ça n'est pas un mythe, mais que ça existe réellement, on aura gagné, et le fonds vert sera en fait couvert à beaucoup plus que 100 milliards de dollars d'ici 2020. Je prends le pari aujourd'hui que ça sera le cas, parce que les choses me paraissent très très bien engagées. Et puis enfin, ça peut avoir l'air d'un gadget pour certains, mais vraiment je ne crois pas que ça en soit un. Le quatrième pilier de cette COP, c'est ce qu'on a appelé l'agenda des solutions. C'est le principe de la démocratie participative. On veut que les acteurs de la société civile, qui ne sont pas des gouvernements, soient très présents dans la COP 21. Ces acteurs, ça peut être des villes. Il y a 6 mois maintenant, on a organisé le sommet des villes européennes à Paris. Tous les maires de toutes les villes européennes, Ljubljana, le maire était présent aussi, sont venus à Paris pour discuter chacun de ce qu'ils faisaient dans leur capitale, ça représente beaucoup de monde, pour lutter contre le changement climatique. Ça peut être aussi des ONG, Greenpeace par exemple, ou le WWF, etc., etc. Ce qu'on veut, c'est vraiment que tous les acteurs soient là et partagent en quelque sorte leurs bonnes pratiques. Il y en a beaucoup, ensemble, au niveau mondial, pour la première fois. Voilà, en tout cas, ce qu'on souhaite, c'est donner un signal aussi fort que possible. Objectivement, le point principal, c'est celui-là qu'il faut que vous reteniez, c'est qu'il faut qu'on ait cet accord universel, c'est absolument indispensable. Mais tout le reste va avec, et en quelque sorte fait le paquet Paris 2015. Dernière petite diapositive, parce que j'ai déjà été un peu trop long. On essaye en France un peu de donner l'exemple. Alors, évidemment, c'est compliqué. Jusqu'ici, je n'ai pas prononcé le mot, vous l'avez peut-être remarqué, si, je l'ai prononcé pour les essais nucléaires, mais je n'ai pas prononcé le mot industrie du nucléaire. Il se trouve, vous ne le savez peut-être pas, mais il se trouve que la France respecte très facilement ses ambitions en termes de réduction de gaz à effet de serre, parce que la production d'électricité est très majoritairement fondée sur le nucléaire, à 79% à peu près. Pas la production d'énergie, mais la production d'électricité. Évidemment, c'est un point un peu rugueux pour les environnementalistes, comme vous pouvez l'imaginer. Alors cela dit, on peut l'imaginer très bien, tout simplement parce que le nucléaire est une énergie absolument propre, sauf quand elle ne l'est plus du tout. Et ça s'est passé quand même plusieurs fois. Ça s'est passé en 1979 à 3 Mile Island, en Pennsylvanie. Ça s'est passé en 1986 à Tchernobyl. Et ça s'est passé il y a 3 ans ou 4 ans, non 5 ans maintenant, à Fukushima, au Japon. Alors, ça serait trop facile pour moi, donc je ne le ferai évidemment pas. Ça s'appelle une litote. Ça serait trop facile pour moi de dire que c'était à chaque fois une technologie soit américaine, soit russe, soit japonaise, pas française. Bon. Donc, évidemment, je ne le dis pas. Mais enfin, c'est quand même vrai. Blague à part, c'est l'un des problèmes auxquels on est confronté, et cette loi de transition énergétique pour une croissance verte est très ambitieuse de ce point de vue-là. Notre objectif, c'est de passer à moins de 50% d'électricité nucléaire dès 2030.
alors que maintenant on est à 80%. Hein. C'est vraiment considérable. C'est aussi de développer très largement les énergies renouvelables, arriver à 30% d'énergies renouvelables d'ici 2030, alors qu'on est aujourd'hui autour de, si je ne me trompe pas, de 12%, 11 ou 12%. Évidemment, diversifier ce qu'on appelle le mix énergétique, c'est-à-dire nos différentes sources d'énergie. Et puis enfin, ça c'est plus de la politique pour dire les choses clairement, enfin on considère que cette loi, en déverrouillant en quelque sorte la possibilité de permettre aux gens eux-mêmes de s'intéresser à l'énergie renouvelable, pourra être en plus créatrice d'emplois, notamment dans le bâtiment. La loi prévoit la rénovation de 500 000 unités d'habitation, comme disait Le Corbusier, par an, ce qui est considérable. 500 000, c'est vraiment énorme, ça coûte très cher, mais c'est encore une fois, chaque watt qui ne sera pas dépensé par ces nouveaux bâtiments sera un watt qu'on mettra dans notre poche, et ça créera de l'emploi. Et ça permettra aussi de déverrouiller les territoires. On a dans la loi un objectif de création de 2000 territoires à énergie positive. Les territoires, c'est non pas une région, mais une micro-région autour d'une ville, par exemple, ou d'un bassin d'emploi, qui se déclare volontaire pour aller dans le sens de la loi sur la transition énergétique. Et à ce moment-là, il y a des aides qui sont prévues et qui permettent beaucoup de choses, selon les propositions, qui permettent, par exemple, de mettre en commun sur plusieurs communes le recyclage des déchets et la combustion des déchets pour faire de l'énergie propre, ou d'utiliser mieux l'énergie éolienne, ou l'énergie, si on est sur les rives de l'Atlantique, l'énergie marémotrice, etc., etc. Dès aujourd'hui, sachez que la France est le 4e producteur d'électricité renouvelable en Europe. En fait, on a tout à fait les moyens, étant donné notre patrimoine, de devenir les premiers producteurs d'énergie renouvelable en Europe assez rapidement. Enfin, la loi met l'accent très fortement sur la spécificité de la France, qui est, comme vous le savez, qu'elle est partout dans le monde, ou à peu près partout dans le monde, avec nos départements et nos territoires d'outre-mer. La France métropolitaine est couverte à 30% par de la forêt. C'est beaucoup plus qu'au XIXe siècle. La forêt française s'étend, et incomparablement plus qu'au Moyen-Âge, qui était au contraire une période où on s'est débarrassé de la forêt, d'abord parce qu'elle était dangereuse, à vrai dire. Mais donc 30% pour le territoire métropolitain, mais 97% pour la Guyane, notre département en Amérique. Et il y a donc des incitations très fortes prévues pour tous nos départements et territoires d'outre-mer. Voilà, je vais m'arrêter maintenant parce qu'il est tout juste 8 heures. Je crois que le deal c'était 50 minutes, hein, c'est ça Philippe? J'ai fait vite, aussi un peu à cause des petits soucis dont je prie de nous excuser du départ. Je vous présente juste le logo de Paris 2015. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve un peu kitsch, à vrai dire, mais bon, ça fait très développement durable, en tout cas, puisque c'est du bois, et évidemment, il y a la tour Eiffel au sein d'une feuille. Voilà, oui, c'est ça, exactement. Voilà, et maintenant, bien entendu, je voudrais vraiment qu'on laisse de la place pour les questions. Toute question que vous vouliez poser, qu'elle soit diplomatiquement correcte ou pas. Merci beaucoup de votre attention. Tu veux... Ma question, c'est, j'ai bien compris les enjeux, mais comment est-ce qu'on va obliger ou inciter un pays comme la Chine à rejoindre des mouvements tels que celui-ci, parce que la Chine est en pleine expansion, elle a besoin d'avoir une industrie qui se développe. On sait que c'est un pays extrêmement polluant, entre les fleuves qui sont pollués et les nuages de carbone qui envahissent les villes régulièrement. Quel est l'intérêt de la Chine pour participer à ce mouvement mondial? C'est évidemment une excellente question. Tu permets, je vais ouvrir mon breuvage environnementalement correct. C'est surtout la couleur, comme vous le savez. C'est vert, donc c'est bien. À vrai dire, c'est ça, c'est toujours ça la diplomatie. Si je parle avec tant de confiance de la Chine, c'est parce qu'elle a déjà fait le mouvement.
pendant une vingtaine d'années, tous les pays occidentaux, les États-Unis comme la France et les pays européens, étaient très gênés vis-à-vis de la Chine. Très gênés. Parce que, en gros, la tendance était de vouloir dire aux Chinois, écoutez, vous allez arrêter de polluer, vous n'allez pas vous développer comme ça, c'est totalement anarchique, etc. Comme si nous, on ne l'avait pas fait depuis le XVIIIe siècle, d'une certaine manière. Donc c'était juste indicible, pas possible. Tous les pays ont droit de se développer. C'est le principe de base sur lequel est d'ailleurs fondée l'Organisation des Nations Unies. Et on a parié, un peu parce qu'on était obligé, sur le fait que la Chine et les Chinois sont un pays et des gens raisonnables. Et à partir du moment, comme c'est le cas aujourd'hui, où le développement n'apparaît plus tel qu'il est, tel qu'il se passe, en Chine n'apparaît plus soutenable, les évolutions se font jour. On a eu d'abord l'apparition d'une société civile et d'une opinion publique chinoise très attachée à l'environnement. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, 5 ou 6 ans, à Nankin, il y avait eu presque une révolte des gens qui voulaient préserver leurs platanes. Les platanes, d'ailleurs, plantés par les Occidentaux, en fait. Les platanes de Nankin qui forment des allées assez extraordinaires. Ça, c'était inédit en Chine. Et ce qui est encore plus inédit, c'est que personne n'a été en prison pour ça. Il y a une vraie opinion publique qui est en train de se mettre en place. Première chose. Et deuxièmement, les responsables politiques savent très bien que le modèle de développement tel qu'il a été suivi jusqu'à maintenant n'est tout simplement plus soutenable parce que les gens deviennent malades. Parce que c'est un problème de santé publique, la pollution en Chine. Et c'est pour ça que, comme je le disais, la Chine a d'elle-même publié ses INDC, parmi les premières, presque aussitôt que l'Union européenne, et ils sont très ambitieux, moins ambitieux que ce qu'a présenté le président Obama il y a quelques jours, mais extrêmement ambitieux tout de même. Alors, ça ne veut pas dire que la Chine n'arrêtera de polluer tout de suite, et nous aussi on pollue d'ailleurs. Mais ça veut dire que la prise de conscience, pour la première fois, est planétaire, globale. Tous les pays, et notamment les plus gros, considèrent maintenant qu'il faut changer notre modèle de développement. Et chose plus intéressante encore, parce que c'est quand même l'argent qui gouverne le monde, les entreprises considèrent elles aussi qu'il faut changer le modèle de développement. Alors il y a beaucoup de politiquement correct là-dedans. Il ne faut pas être naïf. Il y a des chefs d'entreprise, notamment dans la Silicon Valley par exemple, qui essayent qui veulent absolument verdir leur modèle économique parce que c'est chic. Mais peu importe à la limite, pas très grave. Et il y a aussi des gens beaucoup plus cyniques qui veulent verdir leur façon de produire ou leur façon d'investir parce que ça rapporte de l'argent. Beaucoup d'argent. Et le prochain boom, ça sera économique, ça sera sans doute les investissements dans les industries propres, dans le renouvelable. Quand on voit la façon dont les géants de l'Internet, américains notamment, passent progressivement, c'est frappant, de l'Internet, donc du virtuel, du dématérialisé, etc., à des projets qui sont en fait des projets industriels, c'est tout à fait frappant. Elon Musk, par exemple, avec ses derniers projets, notamment dans le domaine de la mobilité et du transport, est passé de l'Internet à des industries qui nous paraissent du 19e siècle, comme la voiture ou comme le transport automobile. Et c'est un mouvement assez général. Google bouge de plus en plus pour aller vers de la production d'énergie, vers de la fourniture d'énergie au moindre coût, etc., etc. Donc, on voit bien qu'il y a un nouveau marché qui est en train de se créer. Pendant 15 ans, bon, pas 15 ans, j'exagère, pendant 10 ans, on nous a parlé de croissance verte, et honnêtement, on n'en voyait pas la queue d'une, ni un emploi lié au vert. Et maintenant, ça y est, c'est en train d'exploser, en quelque sorte. Voilà. En même temps, je ne suis pas naïf, je sais bien, encore une fois, que d'abord, il y a plein de non-dits derrière tout ça, et ensuite, ça prendra beaucoup de temps. Et à la fin, on ne sait pas si on arrivera véritablement à gérer le problème, mais il y a au moins, pour la première fois, une prise de conscience véritablement planétaire. Je vous en prie. Oui, je vous en prie. Qu'est-ce qui va se passer après les COP21? Est-ce que vous pensez que cet enthousiasme va rester toujours, ou qu'est-ce qu'il faut faire, surtout dans le monde de la diplomatie? Alors après la COP21, il y aura la COP22, ça c'est sûr. Qui sera d'ailleurs, je
je crois que c'est en Afrique, je crois. Mais je ne me rappelle plus le pays. Bon, plus sérieusement, je ne sais pas. Ce qu'il faut, enfin, nous on considère que la COP21 devrait être un nouveau départ, qu'il y a eu le sommet de la Terre en 92 et qu'il devrait y avoir maintenant la possibilité de surfer en quelque sorte sur l'enthousiasme ou au moins la petite victoire de la COP21. Si c'est le cas, hein, peut-être qu'on va rater, je ne sais pas encore. Et à ce moment-là, il faudra continuer et faire en sorte que les outils créés à la COP21, notamment l'accord universel contraignant et notamment le plan, le fonds vert, soient mis en œuvre véritablement sur le terrain. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a proposé, on l'a fait, on va dire, on a mis en place une facilité, une aide financière, notamment pour les pays les moins avancés, pour leur permettre de se lancer dans des actions de ce qu'on appelle atténuation, mitigation en anglais, c'est-à-dire diminution de production de gaz à effet de serre, mais aussi des actions d'adaptation. Pas seulement mitigation, mais aussi adaptation. De façon, en quelque sorte, à permettre aux pays les moins avancés de ne pas commettre les erreurs que nous-mêmes avons commises, de passer directement d'un modèle archaïque, disons, à un modèle qui soit soutenable et durable. Et le fonds vert a cet objectif-là. Donc il faudra utiliser les outils, en quelque sorte. Et puis, il faudra aussi, à un moment ou à un autre, mais ça ne sera pas à la COP22 ni même à la COP23, il faudra se poser la question de savoir s'il ne faut pas augmenter encore nos objectifs, en vérité. Parce que 2% c'est beaucoup. 2% c'est beaucoup, ça veut dire que des pays disparaîtront, des petites îles disparaîtront. Je ne me fais pas de soucis pour la Hollande, parce qu'ils se sont toujours débrouillés, mais ça sera un vrai problème pour certains pays. Vous savez qu'il y a au moins 500 millions de personnes aujourd'hui qui vivent à moins de 5 mètres d'élévation par rapport au niveau de la mer. 500 millions de personnes. Or, les projections, pas les plus pessimistes, mais des projections assez objectives, à la fin du siècle, prévoient une augmentation du niveau de la mer d'au moins 3 mètres, si on ne fait rien. Donc ces gens, ces 500 millions de personnes, on revient à la problématique des grandes migrations, ils ne pourront pas rester là où ils sont si on n'augmente pas encore nos objectifs. Ce que je vous dis là, c'est si on respecte l'objectif de 2%. Si c'est 5%, encore une fois, 5 degrés, pardon, encore une fois, là c'est apocalyptique. Voilà. Donc je pense qu'à un moment ou à un autre, il faudra, le plus tôt sera le mieux, mais c'est pas facile, il faudra augmenter encore notre niveau d'ambition en termes de réduction de gaz à effet de serre. Oui, je vous en prie. Merci pour la discussion. Pouvez-vous discuter un peu des relations entre les personnes politiques et les personnes scientifiques, comme les biologistes et les chimistes? Il y aura beaucoup de personnes dans la science qui vont être dans ces conférences? Oui, c'est une excellente question. Alors, je voulais aller vite au début, mais je vous ai dit que le président Chirac était le premier à avoir porté le changement climatique au plus haut niveau. Il a aussi été le premier, en 2006, le premier homme politique, à ma connaissance, à citer sur le changement climatique, non pas un autre homme politique ou un poète, ou je sais pas, mais un scientifique. Il a été le premier à citer un scientifique américain, vous connaissez sûrement, qui s'appelle Jared Diamond, qui a fait un livre merveilleux qui s'appelle Collapse, en français Effondrement, et qui décrit la façon dont certaines civilisations ont disparu à cause des effets anthropiques, notamment l'île de Pâques, dont la population a entièrement disparu à cause de la déforestation, tout simplement. Je cite ce discours, parce que comme c'est moi qui l'ai écrit, je suis toujours très content de pouvoir le citer. Mais non, mais sérieusement, les relations entre les scientifiques et les hommes politiques sont de plus en plus fortes. Il y a moins de méfiance, me semble-t-il, y compris aux États-Unis. Je ne peux pas vous dire ce que ça sera lorsque le président Obama aura quitté son poste, mais j'espère que les relations de confiance seront toujours là. Mais aujourd'hui, il est évident qu'il y a un respect du monde scientifique pour la présidence, et vice-versa. Et c'est comme ça que ça doit fonctionner, ça ne peut pas fonctionner autrement. Mais en même temps, et moi je le vois en tant que responsable, que haut fonctionnaire, mais en même temps, les scientifiques nous reprochent toujours de ne pas être assez ambitieux, toujours.
Et chaque fois que je suis en débat, par exemple avec des gens de Greenpeace ou de l'Organisation mondiale de la santé, même si eux sont plus proches de nous, à chaque fois c'est difficile, je suis obligé d'être à la fois très patient et en même temps honnête, parce qu'ils poussent, ils poussent de façon qu'on soit plus ambitieux. Et à la limite c'est très bien, parce que c'est leur job, d'une certaine façon. Et nous, notre job, c'est d'essayer de rester dans le domaine du possible. Enfin, moi, c'est d'appliquer ce que décident les hommes politiques, et les hommes politiques, c'est d'essayer de faire en sorte que les choses soient possibles. Donc, un peu décevante, et donc pas assez ambitieuse. Il y avait une... Oui, madame. Vous avez déjà parlé des petites îles qui disparaîtront, et ce sont surtout des pays qui sont petits, qui n'ont pas beaucoup de puissance politique au niveau des Nations Unies et ça. Et bon, Paris 2015, c'est une conférence diplomatique, c'est une joue de puissance politique. Est-ce qu'il y a une idée de soutenir la voix de ces petits pays? Oui. Alors, bon, la France a une position un peu particulière parce qu'il se trouve que, encore une fois, comme on a des terres françaises un peu partout dans le monde, on est très présent, comme vous le savez, en Polynésie notamment, à Tahiti et dans d'autres lieux. Et évidemment, on a un intérêt objectif à préserver ces territoires. Donc, on sera toujours du côté des petites îles, il n'y a aucun souci là-dessus. Ce qu'il faut, c'est essayer de faire en sorte que ce qu'on appelle en français les pays aux vues similaires, les like-minded, se mettent ensemble et fassent un effet de masse pour aider les petits pays, les plus vulnérables, parce que les deux vont ensemble, à faire passer leur point de vue. C'est ce à quoi on s'emploie en ce moment même dans les différents groupes de travail. Depuis le début de l'année, il y a eu des centaines de groupes de travail pour préparer Paris 2015. On a eu un moment de profond découragement, parce que en mai, je crois, on était arrivé à un texte, et tout le monde était très content, les négociateurs étaient très contents, mais ceux qui découvraient le texte étaient beaucoup moins, un texte qui faisait 90 pages, avec à peu près à chaque page des options. Cauchemar de l'homme politique. Ouais. Personne ne pouvait évidemment lire ce texte qui était totalement indigeste, et aucun responsable politique ne pouvait prendre de décision. Il faut, pour que les responsables politiques prennent des décisions, que ça soit très court, parce qu'ils n'ont pas le temps, et très clair, avec une ou deux options, et puis c'est tout. Donc on travaille là-dessus depuis près d'un an maintenant, à faire en sorte de réduire, condenser le texte le plus possible pour que ça soit un vrai accord. Et notre but, je ne sais pas si on va y arriver, mais en tout cas c'est le but du président Hollande, c'est au moment de l'Assemblée Générale aux Nations Unies, vers le 20 septembre, de faire se prononcer chaque chef d'État et de gouvernement sur le futur accord de Paris, en faisant une réunion des chefs d'État et de gouvernement. Et si ça a marché en septembre à New York, proposer aux chefs de gouvernement qu'ils souhaitent de venir à Paris ensuite pour porter au plus haut niveau politique l'accord de Paris. Et dans cette négociation, évidemment, la problématique des pays les moins avancés est une des problématiques qu'on pousse le plus, que nous, Français, on pousse le plus. D'abord parce que c'est notre tradition, toujours, et ensuite parce qu'on pense qu'il faut littéralement que tout le monde soit sur le bateau. Parce que si on a des pays qui pour l'instant sont peu avancés, qui ne montent pas sur le bateau, ces pays se développeront et on perdra du temps, etc. etc. D'où ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, cette facilité d'appui, cette aide financière que donne la France en particulier et d'autres pays, pour permettre aux pays les moins avancés de présenter quand même leur contribution, dont les petites îles, qui peuvent bénéficier de fonds assez considérables de l'Agence française pour le développement, mais qui peuvent bénéficier aussi de l'expertise de France Expertise Internationale, qui est une agence qui envoie des experts techniques dans les pays qui en ont besoin, là en l'occurrence pour travailler sur leur contribution nationale environnementale. Voilà. Oui, c'est un petit peu dans le même sens. Et en écoutant ta conférence, il m'est venu 3 exemples de l'Algérie, qui n'est pas cité dans les pays en voie de développement, enfin émergent plutôt, mais en voie de développement.
en 1971, l'Algérie a édifié le plus grand projet environnemental jamais enregistré, c'est-à-dire face à l'avancée du désert, comme tu disais tout à l'heure, qui va probablement engloutir un pays comme le Soudan, comme le Mali, etc. Et c'est ce qu'on a appelé la ceinture verte, c'est-à-dire sur 5 km de largeur et sur 1400 km, je dis bien 1400 km de longueur, sur 5 km de largeur, on a planté donc des arbres par les jeunes appelés de l'armée nationale. Il y a eu des centaines et des centaines de jeunes qui sont morts dans ce projet-là. Donc, mais toujours est-il que c'était en 1970. Ça, c'est le premier exemple. Le deuxième, c'est un discours du président algérien Boumedienne, à l'époque, en 1975, aux Nations Unies. Et là, je rejoins un petit peu l'étudiante qui disait que, en fait, les pays en voie de développement n'avaient pas droit forcément à une voix qui comptait à cette époque-là. Où le président algérien disait tout simplement que par rapport à l'immigration, si dans 30 ans ou 40 ans on ne faisait rien, les populations du Sud, et là tu l'as traité tout à l'heure, les populations du Sud vont monter vers le Nord, non pas pour manger, mais pour boire, parce qu'il n'y aura plus d'eau. Et donc ça c'est vérifié. Le troisième exemple, et j'en termine, c'est la production de gaz de schiste. Il y a eu des essais, enfin l'Amérique est en tête bien entendu sur cette méthode d'extraction de gaz de schiste, et elle en a fait la proposition à l'Algérie. Donc des essais ont eu lieu récemment, cette année, 2015, janvier ou février, donc dans le sud, et chose inattendue, c'est que la population de toute une région est sortie dans la rue pour protester contre le projet. Ça a duré 3 mois, il y a eu 3 mois de manifestation, la population est sortie pour s'opposer au projet. Et effectivement, ils ont gagné, le projet a été arrêté tout simplement. Donc, ma question, après ces 3 exemples, ma question est la suivante. Quel est le degré de tolérance qu'on accorde aux pays du tiers-monde dans la pollution, dans le non-respect de l'environnement, etc., pour se développer, parce qu'ils ont envie aussi de se développer? Bien sûr. C'est toute la question, et c'est pour ça qu'on a inventé les INDC, en fait, et qu'on a voulu que les INDC soient proposés avant Paris, que le plus de pays proposent avant Paris. Je citais l'exemple du Gabon tout à l'heure, qui est un exemple absolument remarquable. L'Algérie aussi a publié ses INDC. L'idée, c'est que il faut prendre les gens au sérieux, en quelque sorte, et ne pas leur dire « Ah, il faut absolument faire ci, ne pas faire ça, il faut se développer comme ci, ne pas se développer comme ça », mais leur dire « Qu'est-ce que vous proposez comme modèle de développement ? Et qu'est-ce que vous proposez comme modèle de développement qui soit le plus soutenable possible ?» C'est tout bête. Mais ça repose évidemment sur la souveraineté de chaque pays. L'Algérie, le Gabon, le Mexique, la France, tous les pays. La nouveauté cette année, c'est qu'on a dit ça avant. On n'a pas inventé le fil à couper le beurre, comme on dit en français. On aurait dû le faire depuis bien longtemps dans les COP. Mais pour la première fois, on a dit aux responsables, écoutez, on ne va pas arriver à Paris et découvrir tous ce qu'ont fait les uns et les autres, parce que ça va être une foire d'empoigne monstrueuse. On va tous présenter nos engagements avant. Et ça repose sur cette idée qui a été mise en place dès le protocole de Kyoto. Ça se repose sur des objectifs différenciés entre les pays. On ne s'attend pas à ce que chaque pays présente le même objectif et la même ambition de diminution des gaz à effet de serre. D'abord parce que beaucoup de pays parmi les moins avancés produisent très peu de gaz à effet de serre, par définition, puisqu'ils ont très peu d'industrie. Donc pour eux, d'une certaine manière, la gageure, c'est d'essayer d'inventer un modèle de développement durable sur la base de rien. Ce qui, d'une certaine manière, est presque plus facile que de faire des actions d'adaptation. Parce que vous partez d'une page vierge. Ce n'est pas du tout le cas de l'Algérie, qui est un grand pays industriel, évidemment. Il y a certains pays où, véritablement, on part de presque rien, et ce qu'on propose, et là aussi les experts de l'AFD répondent présents, ce qu'on propose, c'est d'essayer ensemble de passer à l'industrie d'après, en quelque sorte. De sauter l'étape de l'industrie polluante
pour passer de même que toute une partie de l'Afrique est passée directement de pas de téléphone du tout au téléphone cellulaire, comme ça en l'espace de 3 ou 4 ans. Hein. De même, on pense que, et c'est vrai pour le solaire aussi, pour l'Afrique, il faut dire qu'il y a quelques avantages en Afrique quand même avec le solaire évidemment. Donc l'idée c'est de passer tout de suite au modèle de développement soutenable. Et ça on pense que c'est un deal honnête avec ces pays. Encore une fois, pas dire, vous n'avez pas, ne faites pas si, surtout qu'on est vraiment quand même les moins bien placés pour le dire, enfin, occidentaux, hein, on est les moins bien placés pour le dire, ne pas dire, pas faire la leçon, pas faire de morale, mais aider au contraire à être dans le coup d'après, dans le développement d'après. Et de ce point de vue-là, il y a des pays qui, je repense encore au Gabon, parce que ça m'a beaucoup frappé en lisant des choses sur le Gabon. Le Gabon est couvert de forêts, a donc une réserve de biomasse absolument extraordinaire, dont ils peuvent profiter très rapidement pour inventer, alors pour le coup, un modèle de développement parfaitement durable, respectueux de l'environnement et leur permettant de respecter les objectifs de gaz à effet de serre. Et beaucoup d'autres pays sont dans ce cas. Philippe. Alors, parler comme source principale de gaz à effet de serre de l'industrie. Mais je me suis laissé dire qu'en fait, c'est le grand paradoxe, qu'une source, sinon la source la plus importante, c'est l'alimentation humaine, c'est-à-dire c'est l'agriculture et l'élevage. Et quand je parle de l'élevage, je parle pour être assez trivial du paix de vache et du paix de mouton, qui est encore pire, semble-t-il. Mais il semblerait que, enfin, des choses très sérieuses, on nous dise qu'en fait, l'élevage tel qu'il est conçu de nos jours, l'agriculture, est une des sources, sinon la source principale de gaz à effet de serre. C'est quand même un paradoxe, puisque c'est notre alimentation, l'alimentation d'un monde qui est en train de devenir de plus en plus peuplé. Alors là, je crois qu'il y a quand même un gros hic, quoi, une grosse problématique, comme on dit. Absolument. Alors, je ne prononcerai pas sur les mérites comparés du paix de mouton et du paix de vache. Il semblerait que le mouton soit encore pire que la vache. Je te fais confiance. La vache est plus grosse, alors. Mais c'est vrai, en fait, ce que produisent les vaches, c'est du méthane en particulier. Et le méthane est un gaz très utile, mais extraordinairement nocif pour ce qui est de l'effet de serre. Alors, l'alimentation humaine n'est pas seulement productrice de gaz à effet de serre. Est-ce que vous savez, par exemple, combien il faut d'eau pour produire 1 kilo de viande? 3000 litres. C'est délirant. Quand on pense à ça une seconde, c'est absolument délirant. C'est un mode de développement qui n'est pas soutenable. Il est évident qu'on mange trop de steak. C'est clair et net. Comment? Oh, c'est beaucoup moins. C'est 100 ou 200 litres pour 1 kilo de blé. Ça, c'est chacun son... Non, et puis on peut aussi c'est ce qu'on fait de plus en plus, se diriger vers des modes d'alimentation plus équilibrés, meilleurs pour la santé, parce que la viande rouge en particulier n'est pas en grande quantité, n'est pas très bonne pour la santé, et puis aussi vers le génie génétique, ce qu'on fera de plus en plus. Cela dit, c'est pas quand même la première source de gaz à effet de serre. La première source de gaz à effet de serre, ça dépend des pays, c'est soit la production d'énergie, pas l'industrie, mais la production d'énergie, soit le transport. En France, c'est le transport, à cause ou grâce à nos centrales nucléaires. Aux États-Unis, c'est la production d'énergie, parce que, croyez-le ou non, votre énergie, l'électricité, chaque fois que vous allumez dans votre chambre, et s'il vous plaît, ne laissez pas allumer toute la journée, chaque fois que vous produisez, vous démarrez une centrale au charbon. Votre électricité, elle est produite à plus de 60% par du charbon. De même, les Allemands, qui aiment toujours faire les choses d'un coup, ont souhaité arrêter totalement le nucléaire. Résultat, ils ont refait démarrer leur centrale au lignite et au charbon. Le lignite étant un charbon particulièrement malpropre, même s'il y a des filtres pour désulfuriser, etc. N'empêche, on ne fera jamais croire qu'il y a quelque chose qui s'appelle le charbon propre, ça n'existe pas.
Donc, dans ce cas précis, c'est la production d'énergie. Et l'agriculture vient juste après. De toute façon, encore une fois, et d'ailleurs ça rejoint votre question de tout à l'heure, dans la COP 22 ou la COP 23 ou la COP 24, il faudra à un moment donné parler d'alimentation. Vraiment, sérieusement. Et là, je pense que l'éducation de nos enfants, pour ceux qui en ont, est très importante aussi. Essayer de leur faire comprendre que la nourriture, ça ne vient pas comme ça, comme un poisson pané carré dans l'assiette, mais ça vient d'un animal, tout ce genre de choses, c'est extrêmement important pour la prise de conscience des enfants. On n'échappera pas à ce débat assez rapidement. En France, c'est particulièrement difficile parce que, comme vous le savez, on est parmi les plus grands producteurs agricoles mondiaux. Et nos agriculteurs, comment dire, quand ils sont énervés, les préfets ne sont pas contents du tout parce que les agriculteurs déversent justement ce que produisent les vaches dans les préfectures, et puis le ministère de l'Agriculture est attaqué, et puis ils mettent leurs tracteurs sur les autoroutes, enfin c'est épouvantable, vraiment épouvantable, c'est le cauchemar de tout homme politique quand un agriculteur n'est plus dans son champ. Donc ça va être très compliqué chez nous, et ça sera sûrement très compliqué ici aussi, parce que votre modèle agricole, en particulier céréalier et d'élevage, est un modèle particulièrement extensif, qui n'est pas très soutenable. Mais il faudra bien à un moment ou à un autre traiter la question. Laurent. N'y a-t-il pas des pays qui profiteraient du réchauffement climatique, comme la Russie, le Groenland, le Canada? Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, c'est tout à fait vrai. Enfin, même la Corse ne profiterait pas hélas. Ah, l'Écosse, oui, l'Écosse, oui. L'Écosse, certainement. La Corse, non. Ça serait sans doute un désert pelé assez rapidement. Il y a toujours des vainqueurs et des vaincus dans ce type de phénomène global. Le problème, c'est que ce n'est pas que du réchauffement ou du refroidissement. C'est aussi des phénomènes météorologiques catastrophiques. Et ça, les phénomènes météorologiques catastrophiques, ils frapperont tout le monde. Ils n'ont pas de frontières. Il est possible effectivement que la toundra russe tout d'un coup verdisse, mais à ce moment-là, elle sera frappée par des cyclones d'une force absolument inouïe dont on n'a même pas encore aujourd'hui la représentation. Donc ces phénomènes météorologiques majeurs, ils toucheront tout le monde. C'est comme dans la fable de La Fontaine, tous ne mourraient pas, mais tous étaient touchés, les animaux malades de la peste. Donc je pense objectivement qu'aucun pays n'a intérêt à ce que le changement climatique continue. Par ailleurs, en mettant les choses au pire, si effectivement toute une partie de la planète devient inhabitable, celle qui deviendra par miracle inhabitable sera un aimant pour les populations. S'il y a bien une chose que les Russes ne veulent pas, c'est de l'immigration, crois-moi. Ils veulent rester entre eux. Donc je pense que cette perspective-là ne les réjouirait pas du tout. Et puis ça c'est pareil pour le Canada, parce que, encore une fois, si tout d'un coup on a une partie de la planète inhabitable et l'autre qui devient encore plus habitable qu'avant, il y a un effet d'attraction qui est irrésistible. Et les migrations environnementales et climatiques, c'est quelque chose, encore une fois, qu'on commence à voir aujourd'hui, et qui vont prendre une force exponentielle dans les années qui viennent. Pascal, et puis... On voit bien dans ce que tu nous as présenté que Paris 2015, par rapport à la conférence précédente, est mieux préparée, que la méthode est plus étroite, et que les perspectives d'accord sont plus crédibles. Mais si on essaie de penser à ce qui pourrait gripper le mécanisme, un projet comme ça, à Paris, ça a besoin d'un porteur de projet. Le porteur du projet, en l'occurrence le président de la République, est aujourd'hui un des leaders politiques les plus impopulaires dans le monde. Et son image d'opinion publique internationale existe aussi, ce n'est pas simplement un problème franco-français, son image sur la scène internationale est fragile. À ce moment-là, on commence à se dire, est-ce qu'un porteur de projet aussi fragile, la politique internationale et de plus en plus de l'opinion publique, la politique internationale, n'est pas un élément de perturbation d'un processus vertueux.
D'autre part, ça va avoir lieu en France. Est-ce que tous les acteurs français ont intérêt à ce que ça soit un grand triomphe? De manière évidente, non. Donc il y a des acteurs à la fois politiques, syndicaux, sociaux, qui ont un intérêt évident à gripper le mécanisme. Et ça, c'est un deuxième élément. Un deuxième élément qui peut participer, le scénario en effet est objectivement plus optimiste que celui de Copenhague, mais il y a là un deuxième élément qui peut contribuer à brouiller un peu le paysage. Comment dire, je ne veux pas dire que je ne partage pas ton point de vue. Non, voilà. Bien sûr, objectivement, c'est vrai. À tel point d'ailleurs que le président de la République fait de Paris 2015 un élément devant lui permettre de retrouver de la popularité, en vérité. Ce qui n'est jamais très bon, hein, parce que c'est comme ça qu'on grippe les choses, précisément. Alors, jusqu'ici, il a tout de même fait monter en première ligne son ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, plutôt d'ailleurs que la ministre de l'Environnement, c'est Royal. Et il a très bien fait, parce que Fabius est, d'abord c'est mon ministre, mais objectivement, c'est quand même quelqu'un qui a de la bouteille, comme on dit en français, une grande expérience des négociations internationales, et qui en plus se passionne pour le sujet. Donc jusqu'ici, la mécanique n'est pas grippée, précisément parce que Fabius, il a participé au deal avec l'Iran sur le nucléaire, il s'occupe de la COP21, il s'occupe un peu de tout, de l'Ukraine, hein, mais quand il fait les choses, il les fait bien, et avec professionnalisme, et il est crédible sur la scène internationale, véritablement. Alors, ensuite, qu'est-ce qui va se passer à Paris avec un président effectivement affaibli, comme presque jamais aucun président de la Ve République n'a été affaibli? Je n'en sais rien. Ce que je constate, moi, c'est que dans les grandes occasions, qu'elles soient, hélas, de terrorisme, ou occasion internationale, ou possibilité de guerre, le président Hollande, comme souvent les présidents de la Ve, a plutôt tendance à se révéler et à donner le meilleur de lui-même. Donc mon souhait, c'est que ça soit ça qui se passe au moment de la COP21, et que, d'une certaine manière, d'ailleurs, si ça se passe comme ça, il en tirera les fruits, et que son impopularité reste cantonnée au cercle franco-français, d'une certaine manière, et ne pollue pas l'ensemble du débat. Quant à savoir maintenant comment réagira l'opposition, en particulier Nicolas Sarkozy, tout à l'heure, pour être très clair, tout à l'heure quand je disais qu'il y avait un seul président qui n'était pas dans la ligne du président Chirac, c'est le président Sarkozy, qui n'est pas un environnementaliste, lui-même dit des choses très méchantes sur les écologistes. Bon, comment réagira Nicolas Sarkozy? Mal, certainement. Il sera plutôt dans une approche de destruction que positive. Comment réagiront d'autres leaders de l'opposition, comme Alain Juppé? C'est moins évident. Il y a quand même des gens de bord qui ont un vrai sens de l'État et qui considéreront qu'une victoire, pas française, mais une victoire planétaire dans la lutte contre le changement climatique, c'est positif, quel que soit le porteur du projet. Donc je souhaite que ça se passe comme ça. Et puis les autres acteurs, notamment syndicaux, il y en a certains qui n'ont pas intérêt à ce que ça soit une réussite, c'est évident, pour les mêmes raisons, enfin pour les mêmes raisons, mais de l'autre bord, d'une certaine manière, vu de l'extrême gauche plutôt que vu de la droite. Je ne suis pas sûr néanmoins qu'ils aient aujourd'hui la capacité de nuisance suffisante pour mettre des grains de sable dans les rouages. Ça m'inquiète plutôt moins que la réaction de l'opposition ou que la réaction des Français, tout simplement, de défiance vis-à-vis du président. On verra. Je pensais, je suis au conseil scientifique de la FNSEA, oui. Et voilà, pour avoir entendu certains leaders du monde agricole, voilà, pour l'instant, ils sont sur des positions qui sont des positions critiques. Et d'ailleurs, j'ai été frappé de l'extrême attention que le pouvoir a eue pendant l'été vis-à-vis de la crise des éleveurs, comme s'ils se disaient, oh là là, s'il y a la crise des éleveurs, plus la COP21 derrière, et voilà, il faut se mettre une partie de la FNSEA dans sa poche. Absolument. Parce que là, quand ils se mettent à agir, ils agissent vraiment. Oui, ce que je disais tout à l'heure, il faut surtout... C'est comme les lycéens et les agriculteurs, quand ils sont dans la rue, c'est comme le dentifrice quand ils sortent du tube. On ne sait pas comment faire. Il faut l'entendre. Vous ne les remettez jamais dans le tube.
Mais alors, il y a un élément positif, c'est que le patron de la FNSEA est très, d'après ce que j'ai lu, est très contesté par ses propres troupes, et ça aide d'une certaine manière. Ok. Bah, je crois que l'heure est arrivée de dire merci pour cette intéressante.